Cette vidéo parle de la façon ridicule dont nous calculions autrefois pi. Pendant 2000 ans, la méthode la plus efficace était incroyablement lente et fastidieuse. Mais ensuite, Isaac Newton est arrivé et a changé la donne. On pourrait dire qu'il a fait un speedrun de pi. Je vais vous montrer sa méthode, mais d'abord, parlons de pi avec des pizzas. Coupez la croûte d'une pizza et étalez-la sur des pizzas identiques. Et vous verrez qu'elle couvre un peu plus de 3 pizzas, c'est ça pi. La circonférence d'un cercle est environ 3,14 fois son diamètre. Mais pi est aussi lié à l'aire d'un cercle. L'aire, c'est simplement pi r carré. Mais pourquoi est-ce pi r carré? Eh bien, coupez une pizza en tranches très fines, puis formez un rectangle avec ces tranches. Maintenant, l'aire de ce rectangle, c'est simplement la longueur multipliée par la largeur. La longueur du rectangle est égale à la moitié de la circonférence, car chaque moitié de la croûte se trouve de part et d'autre. Donc la longueur est pi r. La largeur correspond à la longueur d'une part de pizza, donc le rayon du cercle d'origine. Donc l'aire est pi r multiplié par r. L'aire est pi r au carré. L'aire d'un cercle unité est simplement pi. Retenez cela, ce sera utile plus tard. Quelle était la méthode ridicule utilisée pour calculer pi? C'était en quelque sorte la façon la plus évidente. Il est facile de montrer que pi doit être compris entre 3 et 4. Prenez un cercle et tracez un hexagone à l'intérieur avec des côtés de longueur 1. Un hexagone régulier peut être divisé en 6 triangles équilatéraux, donc le diamètre du cercle est de 2. Maintenant, le périmètre de l'hexagone est de 6 et la circonférence du cercle doit être plus grande que cela. Donc pi doit être supérieur à 6 divisé par 2, donc pi est supérieur à 3. Maintenant, dessinez un carré autour du cercle. Le périmètre du carré est de 8, ce qui est plus grand que la circonférence du cercle. Donc pi doit être inférieur à 8 divisé par 2. Donc pi est inférieur à 4. C'était en réalité connu depuis des millénaires. Et puis en 250 avant Jésus-Christ, Archimède a amélioré la méthode. Donc, d'abord, il commence avec l'hexagone, tout comme vous l'avez fait. Ensuite, il divise l'hexagone pour obtenir un dodécagone. C'est donc une forme régulière à 12 côtés. Et il calcule son périmètre. Le rapport de ce périmètre au diamètre sera inférieur à pi. Il fait la même chose pour un dodécagone circonscrit et trouve une borne supérieure pour pi. Les calculs deviennent maintenant beaucoup plus compliqués parce qu'il doit extraire des racines carrées et des racines carrées de racines carrées et transformer tout cela en fractions. Mais il calcule le dodécagone, puis le 24 gone, le 48 gone, et quand il arrive au 96 gone, il en a un peu assez. Mais à la fin, il obtient que pi se situe entre 3,1408 et 3,1429. Donc, pour il y a plus de 2000 ans, c'est pas trop mal. Oui, cela semble être toute la précision nécessaire pour pi. On dépasse largement la précision requise pour un usage concret. Il s'agit désormais de démontrer sa puissance. Tu sais, c'est une façon de montrer toute la puissance mathématique que tu possèdes, que tu peux calculer une constante comme pi avec une très grande précision. Pendant les 2000 années qui ont suivi, les choses ont continué ainsi pour tout le monde. Le découpage des polygones atteignit des sommets vertigineux alors que pi traversait les mains de mathématiciens chinois, indiens, persans et arabes, chacun affinant les bornes établies dans la lignée d'Archimède. À la fin du XVIe siècle, le français François Viède doubla encore une douzaine de fois de plus qu'Archimède, calculant le périmètre d'un polygone de 393 216 côtés. Mais il fut surpassé au tournant du XVIIe siècle par le néerlandais Ludolf van Selen. Il a passé 25 ans sur cet effort, calculant avec une grande précision le périmètre d'un polygone ayant 2 puissance 62 côtés. Cela fait 4 quintillons, 611 quadrillions, 686 trillions, 18 milliards, 427 millions, 387 904 côtés. Quel a été le fruit de tout ce dur labeur? Juste 35 décimales correctes de pi, il a fait graver ces chiffres sur sa pierre tombale. 20 ans plus tard, son record a été dépassé par Christoph Grienberger, qui a obtenu 38 décimales correctes, mais il a été le dernier à le faire de cette manière. Oui, tout à fait, car peu après,
Isaac Newton fait son apparition, et une fois que Newton a présenté sa méthode, plus personne ne divise en deux et Gans n'est plus jamais utilisé. Nous étions en 1666 et Newton n'avait que 23 ans. Il était en quarantaine chez lui à cause d'une épidémie de peste bubonique. Newton s'amusait avec des expressions simples comme un plus x, le tout au carré. Vous pouvez le développer et obtenir 1 plus 2x plus x au carré. Ou que dire de 1 plus x au cube? Encore une fois, vous pouvez développer tous les termes pour obtenir un plus 3x plus 3x carré. Plus x au cube, et vous pourriez faire la même chose pour un plus x à la puissance 4, ou un plus x à la puissance 5, et ainsi de suite. Mais Isaac Newton savait qu'il existait un motif qui lui permettait de sauter toute l'arithmétique fastidieuse et d'aller directement à la réponse. Si vous regardez les nombres dans ces équations, les coefficients de x, x au carré, et ainsi de suite, eh bien ce sont en fait simplement les nombres du triangle de Pascal. La puissance à laquelle un plus x est élevé correspond à la ligne du triangle. Exactement. Et le triangle de Pascal est vraiment facile à construire. C'est quelque chose qui était connu des anciens Grecs, des Indiens, des Chinois, des Perses. Beaucoup de cultures différentes ont découvert cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est que chaque fois que vous avez une ligne, vous additionnez simplement les deux voisins et cela vous donne la valeur de la ligne en dessous. Donc, c'est quelque chose de très rapide et facile à calculer. Vous pouvez connaître les coefficients de 1 plus x à la puissance 10 en une seconde, au lieu de rester là à faire toute l'algèbre. Ce qui m'a fasciné quand j'ai commencé à regarder ces vieux documents, c'est que même si je ne parle pas ces langues, que je ne connais pas ces systèmes de numération, il est évident, c'est clair comme de l'eau de roche, qu'ils écrivent tous la même chose, ce que nous appelons aujourd'hui dans le monde occidental le triangle de Pascal. La beauté des mathématiques réside dans leur capacité à transcender la culture, le temps et l'humanité. Les montagnes seront toujours là après notre disparition et les civilisations anciennes et extraterrestres connaîtront le triangle de Pascal. Avec le temps, les gens ont trouvé une formule générale pour les nombres du triangle de Pascal, ce qui permet de calculer les nombres de n'importe quelle ligne sans avoir à calculer toutes les lignes précédentes. Pour toute expression du type 1 plus x à la puissance n, cela est égal à 1 plus n fois x plus. N fois n moins 1 fois x carré sur 2 factoriels, plus n fois n moins 1 fois n moins 2 fois x au cube sur 3 factoriels, et ainsi de suite. C'est le théorème binomial, car il n'y a que deux termes, 1 et x. Bi signifie 2, donc 2 nomial. Et un théorème signifie que c'est un résultat que l'on peut démontrer rigoureusement, que cette formule donne exactement les coefficients que vous verrez dans le triangle de Pascal. Donc tout cela était déjà connu à l'époque de Newton. Oui, exactement. Tout le monde connaissait cela, tout le monde voyait cette formule, et pourtant personne n'a pensé à en faire ce que Newton en a fait, c'est-à-dire de casser la formule. Le théorème binomial standard insiste pour que vous ne l'appliquiez que lorsque n est un entier positif, ce qui a du sens, n'est-ce pas? Tout cela consiste à calculer un plus x multiplié par lui-même un certain nombre de fois. Mais Newton dit « Laisse tomber ça, applique simplement le théorème ». Je veux dire, les maths consistent à trouver des motifs, puis à les étendre et à essayer de voir où ils échouent. Alors il essaie 1 plus x à la puissance moins 1. Donc ça fait 1 sur 1 plus x. Que se passe-t-il si je remplace simplement n par moins 1 dans le côté droit de la formule sans réfléchir? Et ce que tu obtiens, c'est que les termes alternent sans cesse, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, et 1 et ainsi de suite à l'infini. Donc ça fait 1 moins x, le terme suivant sera plus x au carré, le terme d'après sera moins x au cube, puis plus x à la puissance 4, moins x à la puissance 5, donc c'est juste une série alternée avec des signes plus et moins comme coefficients. Donc cela devient une série infinie. Oui, c'est ça. Si vous n'avez pas un entier positif, le théorème du binôme de Newton vous donnera une somme infinie. Mais comment comprendre cela? Pour les entiers positifs, c'était un ensemble fini de termes, alors que maintenant nous avons un ensemble infini. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous avez un entier positif, vous vous souvenez de cette formule. Le coefficient ressemble à n fois n-1 fois n-2 et ainsi de suite. Quand vous arrivez à n-n, si n est un entier positif, vous finirez par y arriver. Et n-n fait 0. Donc ce coefficient et tous les coefficients après sont tous nuls et c'est pour ça que c'est juste une somme finie. C'est un triangle fini. Mais une fois que vous sortez du triangle avec des entiers positifs, vous n'atteignez jamais n-n parce que n n'est pas un entier positif. Donc vous obtenez cette série infinie. Donc je pense que la grande question est, est-ce que ça marche vraiment?
Est-ce que la série infinie de Newton vous donne réellement la valeur de 1 sur 1 plus x? Oui, et ça pourrait être n'importe quoi, mais il y a beaucoup de formules mathématiques qui ne fonctionnent plus du tout quand on fait ça. C'est pour ça qu'on a des règles. Mais il faut toujours savoir jusqu'où ces règles peuvent encore marcher. Si vous prenez toute cette série et que vous la multipliez par 1 plus x et que vous développez tout ça, vous verrez que tous les termes s'annulent sauf le premier 1. Et donc, cette grande série multipliée par 1 plus x donne 1. En d'autres termes, cette grande série, c'est 1 sur 1 plus x. C'est comme ça que Newton s'est justifié à lui-même qu'il est logique d'appliquer la formule là où elle ne devrait pas être applicable. Donc Newton est convaincu que le théorème du binôme fonctionne même pour des valeurs négatives de n, ce qui veut dire qu'il y a plus à découvrir dans le triangle de Pascal. Au-dessus de la ligne 0, on pourrait ajouter un 0 et un 1 qui s'additionnant pour donner ce premier 1, puis cette ligne continuerait avec moins 1 plus 1, moins 1 plus 1 jusqu'à l'infini. Et vous savez, en dehors du triangle standard, la valeur implicite partout est 0. Et cela correspond à cela. Les plus 1 et moins 1 alternés s'additionnent pour donner 0 partout dans la ligne en dessous d'eux. Et vous pouvez étendre le motif à tous les entiers négatifs, soit en utilisant le théorème du binôme, soit simplement en regardant quel nombre s'ajouterait pour obtenir les nombres en dessous. Et voici quelque chose d'incroyable. Si vous ignorez les signes négatifs un instant, ce sont exactement les mêmes nombres disposés dans le même motif que dans le triangle principal. L'ensemble a simplement été tourné sur le côté. Mais Newton ne s'arrête pas aux entiers. Ensuite, il essaye des puissances fractionnoïdes fractionnaires, comme 1 plus x à la puissance 1 demi. Alors, que signifie prendre un plus x à la puissance 1 demi? Eh bien, c'est la même chose que la racine carrée de 1 plus x. Et il veut comprendre, est-ce que cela a le même développement? En mettant n égale à 1 demi dans le théorème du binôme, il obtient une série infinie. Ça me fait penser qu'on pourrait en fait entrer dans le triangle de Pascal, l'agrandir et ajouter des fractions entre les lignes que nous connaissons. En effet, il existe un continuum de triangle de Pascal. Entre 0 et 1, il y a une infinité de nombres pouvant servir d'exposants. Tu peux considérer chaque fraction comme un demi, un quart, un tiers, comme existant dans son propre plan ou dans chaque plan, des paires de nombres s'additionnent pour donner le nombre en dessous, et il n'est plus nécessaire que ce soit un entier positif. Il n'a pas besoin d'être un entier positif, ni un entier négatif, il n'a même pas besoin d'être un entier. Alors maintenant, on va prendre n égale à 1 demi, et il développe cette expression. Et à partir de là, il peut faire plein de choses. Par exemple, il peut calculer rapidement et efficacement la racine carrée de 3. Parce que racine de 3, on peut écrire 3 comme 4 moins 1, et si on met le 4 en facteur, on obtient la racine carrée de 4, ce qui donne 2 fois la racine carrée de 1 moins 1 quart. Si tu remplaces x par moins 1 quart dans cette série, tu obtiendras un développement en série qui converge très rapidement et qui te donnera la racine carrée de 3 avec une grande précision. Maintenant, Newton s'intéresse particulièrement à n égale à 1 demi, parce que l'équation d'un cercle unité est x au carré plus y au carré égale 1. Et si tu résous pour Wave, eh bien la partie supérieure du cercle est égale à un moins x au carré, le tout à la puissance 1 demi. Il a examiné essentiellement la même expression. Il doit simplement remplacer x par moins x au carré, ce qui ajoute des signes moins et double la puissance de x dans chaque terme. Mais maintenant, il a une équation pour un cercle où chaque terme est simplement un nombre rationnel multiplié par x élevé à une certaine puissance. Maintenant, nous avons deux façons différentes de représenter la même chose. Chaque fois que vous vivez un moment comme celui-ci, la magie est sur le point d'opérer et les feux d'artifice sont prêts à exploser. Mais comment utilise-t-il cela pour calculer pi? Eh bien, heureusement pour nous, il venait tout juste d'inventer le calcul différentiel, ou ce qu'il appelait la théorie des fluxions. Il se rend compte que si vous intégrez sous cette courbe, lorsque x va de 0 à 1, vous obtenez l'aire sous la courbe, qui est un quart de cercle, et il sait que l'aire d'un cercle unité est exactement pi r carré, sauf que r vaut 1, donc l'aire est pi. Et nous voulons juste un quart, donc l'aire est pi sur 4. De l'autre côté, il a cette belle série, et il sait comment intégrer x à une certaine puissance. Il suffit d'augmenter chaque puissance de x d'une unité et de diviser par la nouvelle puissance. Et maintenant, on a une série infinie de termes qui ne font intervenir que de l'arithmétique simple avec des fractions. Il suffit de remplacer x par 1
et on peut calculer pi avec une précision arbitrairement grande. Mais Newton va encore plus loin, en ajoutant une dernière astuce. Un mauvais article de mathématiques n'a aucune idée. Il se contente de dérouler des choses que tout le monde connaît déjà, mais que personne n'a pris la peine de faire. Ensuite, il y a de bons articles de mathématiques qui apportent une idée nouvelle, vraiment surprenante. Newton en est déjà à sa 4e idée nouvelle à ce stade, et il est sur le point d'en avoir une 5e. Sa 5e idée, c'est qu'au lieu d'intégrer de 0 à 1, il va simplement intégrer de 0 à 1 demi. Vous savez, quand on a une série infinie, on veut que les termes diminuent de taille aussi rapidement que possible. Ainsi, vous avez besoin de moins de calculs pour une réponse suffisamment précise. Et Isaac Newton remarque que s'il intègre non pas de 0 à 1, mais de 0 à 1 demi, alors, lorsqu'il remplace x par 1 demi, chaque terme va diminuer de taille d'un facteur supplémentaire de x au carré, ce qui dans ce cas est un quart. Mais si vous n'intégrez que jusqu'à 1 demi, quel est l'aire sous la courbe que vous calculez? Eh bien, c'est cette portion de cercle qu'on peut décomposer en un secteur de 30 degrés qui a une aire de pi1 sur 12, plus un triangle rectangle dont la base est un demi et la hauteur est racine de 3 sur 2. Donc cette intégrale devrait donner cette expression. En réarrangeant pour pi, vous obtenez ce qui suit. Maintenant, si vous évaluez seulement les 5 premiers termes, vous obtenez pi égale à 3,14161. Cela ne diffère que de 2 parties sur 100 000. Et pour égaler la puissance de calcul du polygone à 4 quintillions de côtés de Van Soelen, il suffirait de calculer 50 termes dans la série de Newton. Ce qui prenait auparavant des années ne prendrait maintenant que quelques jours. Ainsi, plus personne n'a jamais eu besoin de diviser des polygones en deux pour trouver pi. Pourquoi le feriez-vous? Ouais, tu fais tout ce boulot et quelqu'un débarque et te bat en une seconde. C'est un peu comme si, tu vois, quelqu'un avait construit une grue et qu'un autre montait encore à l'échelle pour poser une brique sur une maison. C'est plus comme ça qu'on construit des maisons aujourd'hui. On a de nouvelles technologies, tu es devenu fou? On va construire un immeuble de 100 étages. Et toi, tu veux construire un machin de 5 étages qui va s'écrouler. À New York, tu constates concrètement les avancées technologiques. Il y a des rangées et des rangées d'immeubles de 5 étages. Soudainement apparaissent un immeuble de 20 étages, puis un de 30, puis un de 90. Donc, tout dépend de qui possède la technologie. Pour moi, c'est une histoire qui montre que la manière évidente de faire les choses n'est pas toujours la meilleure. Et qu'il est souvent judicieux de jouer avec les schémas et de les pousser au-delà des limites où l'on s'attend à ce qu'ils fonctionnent. Parce qu'un peu d'intuition en mathématiques peut aller très loin.